Bonjour, bonjour, je suis ravie de lancer avec vous cette 4e édition et 4e des Estivales de la Fondation Partage et Vie qui, j'en suis sûre, vous passionnera autant que les précédentes. Savoir, éthique et grand âge, voilà le thème choisi cette année. En pratique, que faut-il savoir pour accompagner au mieux les personnes âgées? Comment modifier les représentations que l'on se fait d'elles? Avant de donner la parole aux 2 premiers intervenants, je vous propose de regarder une courte vidéo. Pour introduire cette session, j'ai le plaisir d'être avec Delphine Langlais, qui est donc directrice générale par intérim de la Fondation Partage et Vie, et Roger Poldroy, philosophe et écrivain, conseiller de la Fondation Partage et Vie pour la réflexion éthique depuis 2019. Alors Delphine, pour commencer, pourquoi avez-vous choisi ce thème cette année ? Bonjour Anne, bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, je suis vraiment ravie et fière de vous accueillir ici à la Maison de la Chimie pour ces 4e éditions des Estivales, comme vous l'avez dit Anne, et pour cette 4e année en partenariat avec Le Point. Là encore, je vous en remercie. Alors, pourquoi ce thème de la relation entre savoir, éthique et dépendance ? Eh bien, depuis le lancement de nos travaux, il y a 4 ans, nous avons toujours déterminé notre thème fil conducteur en nous appuyant sur notre expérience, sur celle de nos équipes qui interviennent aux côtés des résidents, de leurs familles, celle également de Partage et Vie en tant qu'institution et donc en tant qu'actrice majeure d'un contexte médico-social et sanitaire qui est en pleine transformation. Alors en 2021, on avait choisi de parler de la vie bonne. À l'époque, c'était un contre-pied évident au sentiment d'angoisse, d'enfermement que le Covid avait fait peser sur notre société en général et sur les établissements qui accueillent des publics vulnérables en particulier, pour ne pas citer les EHPAD spécifiquement. Nos travaux, à l'époque, revendiquaient notre volonté de rechercher pour chacun ce qui peut rendre sa vie bonne, ou en tout cas aussi bonne que possible, jusqu'au bout de la vie, et on ouvrait des perspectives, des voies nombreuses pour y parvenir. En 2022, nous avons choisi un autre thème, celui de la relation entre éthique et droit, qui était un point de crispation, un point de tension assez fort qu'on avait ressenti en particulier lors de la période Covid, qui n'en finissait pas. Et nous avions questionné les frontières entre ces deux notions, des frontières qu'on avait vues souvent perméables, discutées, parfois antagonistes. Nous avions à l'époque réfléchi aux ambitions éthiques du droit, mais aussi à ses limites. Quand la matière à laquelle le droit s'applique, c'est-à-dire des femmes, des hommes, des personnes très différentes, qui plus est quand leur âge, leur handicap, leur vulnérabilité les éloignent d'une norme qu'il serait difficile à qualifier. Alors, pourquoi je reviens sur ces 2 années antérieures? Pour expliquer le choix de cette année, expliquer que la réflexion autour des savoirs, de la relation entre savoir, éthique et dépendance s'inscrit là aussi dans ce cadre très concret, très opérationnel, et au cœur des pratiques de nos professionnels qui d'ailleurs vont pouvoir témoigner ce soir et participer à nos travaux aux côtés des experts. Ce thème, il est au cœur de la relation entre savoir, éthique et dépendance, est au cœur de nos interrogations opérationnelles, qui plus est dans un contexte de ressources humaines qui est extrêmement compliqué, extrêmement vif en ce moment. Il pose plein de questions. D'abord, comment nous assurer au quotidien que les savoirs dont nos professionnels disposent sont les plus à même de leur permettre d'accompagner de la manière la plus éthique qui soit les personnes accueillies? Cette question, je vous le disais, elle est importante, qui plus est quand cette ressource humaine est rare,
difficiles et que nous avons à qualifier, à accompagner dans des parcours de formation, de certification, de qualification les personnes qui travaillent à nos côtés. Comment bien le faire, comment leur transmettre ces savoirs qui sont nécessaires pour que le climat éthique que nous prenons se retrouve au quotidien dans tous nos établissements et services. Car je le rappelle, on en a parlé lors de nos précédents travaux, pour ceux qui étaient là lors des années précédentes, mais l'éthique se soucie des cas individuels, des situations concrètes, de leur appréciation au regard de notre conscience morale, quand le savoir, entendu déjà comme savoir théorique, se comprend davantage comme un ensemble de connaissances qu'on pourrait dire stables ou établies. Sauf bien sûr à envisager en même temps un ensemble de connaissances, des savoirs pratiques qui sont ceux de l'expérience et qui sont acquis auprès des résidents, auprès des pairs et qui viennent compléter les enseignements théoriques qui sont eux appris lors des formations initiales ou des formations continues. Cette question de ce qu'il faut savoir, comment il faut le savoir pour agir éthiquement est essentielle pour la Fondation Partager Vie et nous l'avons posée lors d'une enquête, vous l'avez vu dans le petit film qui vient de vous être présenté, qu'on a adressé aux professionnels de Partager Vie. Et puis nous l'avons travaillé lors des ateliers qu'on a conduits sur le terrain. Et la première table ronde de cet après-midi nous permettra de la réexaminer, entre autres, à l'aune de ces échanges. Ces premières questions, elles en ont appelé d'autres, notamment une question qui pourrait être en quelque sorte asymétrique. Se demander quel savoir favorise des comportements, des attitudes, un accompagnement éthique, nous conduit à nous demander si l'éthique est elle-même un savoir en tant que tel, et dans ce cas-là, comment le partager, comment l'enseigner. Et puis enfin, ce thème de cette année nous a invités à aller au-delà de ces questions opérationnelles pour aller chercher une interrogation que je qualifierais de plus sociétale. La question du grand âge, en effet, elle est universelle. Sauf accident de la vie, notre vieillissement est inexorable, et pour certains d'entre nous, peut-être environ 10-20%, notre dépendance aussi. Or, l'agisme qui règne dans nos cultures fait de cet horizon un état à retarder sans cesse plutôt qu'à préparer. Nos représentations collectives du grand âge sont faites de peurs, de fantasmes et d'idées préconçues. L'institutionnalisation de la dépendance a en outre contribué à accentuer cette tendance en plaçant la dépendance finalement hors de notre champ quotidien, hors de notre espace de savoir. Donc nous avions envie de questionner ces limites de la représentation qui créent forcément des biais, parfois des difficultés, des tensions avec les personnes qu'on peut être amené à accueillir, avec leurs proches, lorsque nous, gestionnaires d'établissements médico-sociaux, nous les accueillons à un moment qui est évidemment un moment charnière de leur vie. Cette question de la représentation a animé nos travaux, elle aussi, et elle fera l'objet de cette deuxième table ronde que vous verrez en deuxième partie de journée. Je voudrais conclure ces mots introductifs en remerciant tous ceux qui ont accepté de prendre la parole ce soir, cet après-midi, à nos débats. Le croisement de leurs voix, qui va être forcément très divers, très complémentaire, fera, j'en suis sûre, toute la richesse de notre colloque. Et puis, ces remerciements s'adressent aussi à vous, Roger Paul, en particulier, parce que vous nous accompagnez avec attention, avec des éclairages absolument indispensables depuis 4 ans, et c'est extrêmement précieux pour Partager Vie. Merci beaucoup. Alors, Roger Paul, je me tourne tout de suite vers vous. L'éthique est évidemment au centre de vos préoccupations, des nôtres aussi d'ailleurs. Est-ce qu'elle peut faire bon ménage ou mauvais ménage avec le savoir ? Alors, je vais essayer de l'éclairer un tout petit peu, en quelques mots seulement, pour prolonger ce que vient de dire Delphine Langlais, que je remercie vivement des termes bienveillants qu'elle a employés à mon égard. Alors, je vais continuer à mettre en lumière rapidement le sens et la portée du thème de cette année, en commençant d'abord, justement, Anne, par préciser le style de la démarche éthique de Partager Vie. C'est une réflexion éthique qui se veut collective et utile pour construire, tous ensemble, un climat imprégnant les comportements quotidiens. Parce que l'éthique, ce n'est pas une course en solitaire. Elle ne le sera jamais, elle ne peut pas l'être. C'est toujours une construction à plusieurs. D'abord parce que l'accompagnement du grand âge rassemble quantité de personnes qui sont toutes humaines et en même temps toutes dissemblables, résidents différents, professionnels de plusieurs spécialités, de divers corps de métier, familles et proches aux profils divergents. Ce travail collectif est une invention permanente, une
construction qui doit constamment s'améliorer et se réélaborer pour parfaire l'accompagnement. Au fil des ans, j'ai pu constater combien cet accompagnement mobilise chez tous les professionnels que j'ai rencontrés une immense bonne volonté, une conscience très vive de vouloir faire au mieux. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas toujours de quelle façon, parce qu'en fait, nous avançons, pour une part, en terre inconnue. Jamais, dans toute l'histoire des sociétés humaines, la population de personnes très âgées n'a été aussi importante, ni son accroissement aussi rapide. Dès lors, le nombre de personnes dépendantes, même s'il est minoritaire, s'accroît et va s'accroître en proportion pour atteindre des chiffres jamais atteints. La situation pourrait donc, très schématiquement bien sûr, se résumer ainsi. D'un côté, les savoirs relatifs au grand âge ont connu ces dernières décennies des progrès absolument considérables. Et leur diffusion ne cesse, elle aussi, de progresser, même si, bien sûr, il reste toujours à faire dans la recherche, dans l'enseignement, dans les formations. Mais, d'un autre côté, l'application de ces savoirs divers, médicaux, psychologiques, organisationnels, etc., se confronte à une série de difficultés. Accroissement du nombre de résidents, ajustement des connaissances et des décisions à chaque cas singulier, sans oublier, Delphine Langlais l'a souligné, le manque de personnel qualifié qui conduit à embaucher sur certains postes des personnes qui n'ont pas encore reçu de formation spécifique. Voilà qui pourrait suffire à expliquer le choix du thème de ces estivales. Réfléchir aux connaissances disponibles, à la manière de les utiliser mieux, de les partager, et veiller aussi, je vais y revenir, à repérer les idées fausses et les préjugés qui entravent leur mise en œuvre. Alors tout cela est utile, évidemment, mais je crois que c'est encore un peu trop simple. Parce que la conviction de savoir peut aussi devenir un problème. J'ai été formé, je suis qualifié, je sais comment agir. Alors, ça constitue une force, évidemment, mais aussi, paradoxalement, ce peut être une faiblesse. Le savoir peut induire des effets d'arrogance, une impression de certitude qui pourrait rendre sourd, aveugle, à une plainte, une demande, une situation singulière. La conviction de détenir la légitimité peut empêcher de s'interroger sur la pertinence de ce qu'on fait, sur le bien-fondé des réponses qu'on apporte. Le vieux Nietzsche le disait déjà, ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Les professionnels doivent donc travailler également à cultiver le doute, à reconnaître leur part d'ignorance pour inventer des solutions au cas par cas, au lieu de toujours croire savoir. Attention, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus, il ne s'agit pas de suggérer qu'il vaudrait mieux ne rien savoir, il ne s'agit pas non plus de faire confiance au cœur uniquement, plutôt qu'à la raison. Il s'agit au contraire de réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait appeler une dialectique des savoirs et des improvisations. Les connaissances sont indispensables, mais les ajustements permanents le sont tout autant. Être sûr de soi est fondamental, mais être humble, elle l'est tout autant. Les deux entrent évidemment en tension, mais c'est dans cet espace précisément que travaille l'éthique. Elle va tenter de rendre habitable, et habitable humainement, cette terre inconnue qui sépare les savoirs généraux et les singularités réelles de chaque personne humaine accompagnée. Par quels moyens combler cet écart ? Notamment l'écoute, la concertation, la réflexion collective. Mais aussi par la prise de conscience de l'impact des préjugés, des idées toutes faites qui entravent nos jugements et nos actions. Et si nous avons voulu consacrer la seconde table ronde de ces estivales à la question des représentations sociales de la vieillesse, du vieillissement, du grand âge, c'est parce qu'il nous est apparu que cet ensemble de questions ne constituait pas une autre réflexion, mais bien l'autre face du même sujet. Ce qu'on dit ou ne dit pas des vieux, ce qu'on
peut en penser ou ce qu'on ne peut pas en penser. Les images que nous avons en tête en fonction de notre éducation, de la configuration de notre époque, de ses obsessions, voire de ses dégoûts, tout cela joue directement sur l'application de nos connaissances et sur nos capacités de compréhension et d'action. J'ai parlé du grand âge aujourd'hui en termes de terre inconnue. Je crois qu'il faut ajouter qu'une grande partie de notre ignorance collective résulte des représentations que nous nous faisons actuellement de la vieillesse. Interroger ces représentations, ou plutôt ces non-représentations, et si possible peu à peu les transformer, voilà qui constitue bien une tâche inséparable de l'action éthique quotidienne. Il est grand temps de laisser la parole à nos intervenants, sous la houlette d'Anne Jean-Blanc ou l'égide, je ne sais pas si vous avez une houlette ou une égide, mais en souhaitant, et bien évidemment à tous, de belles estivales, je tiens à remercier personnellement les participants de leur grande implication et à vous remercier tous pour votre présence et votre attention. On les applaudit. Moi, je vous remercie tous les deux pour ces brillantes introductions et puis j'appelle les intervenants de la première table ronde à nous rejoindre avec un petit jingle. Nous allons tout de suite parler de la transmission des savoirs, de cette indispensable transmission qui permet d'améliorer les comportements ainsi que de mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes très âgées. Mais quelles sont les connaissances médicales, psychologiques ou juridiques à partager? Quelles expériences professionnelles faut-il transmettre? Que doivent savoir les proches, les aidants et les résidents eux-mêmes? Pour répondre à ces importantes questions et à bien d'autres, je vous présente le professeur Yves Agide, neurologue, membre fondateur de l'Institut du cerveau et auteur de très nombreux ouvrages absolument passionnants. Joëlle Aufren, aide-soignante à l'EHPAD Les Chantournes, dans la ville de Leversoude, à côté de Grenoble. Geneviève Delézy de Parseval, ils ont fait exprès pour que je puisse tourner la tête dans tous les sens, qui est psychanalyste et écrivain. Le professeur Claude Jandel, directeur de l'école de gériatrie et de gérontologie de Montpellier et conseiller médical de Partager Vie. Et Dana Jourde, j'aurais fini, qui est directrice de l'Institut de formation Partager Vie à Lyon. Avant de leur donner la parole, je vous emmène faire une petite visite à l'EHPAD Les Trois Roses à Épernay. Le trou est déjà préparé. Bien. Oui. Ce qu'il faut savoir sur la personne du grand âge, c'est que c'est surtout que c'est un être humain et qu'il faut la considérer comme être humain jusqu'à la dernière minute. C'est déjà s'intéresser à son histoire de vie et à ses habitudes de vie avant même son entrée dans l'institution, de façon à ce qu'on puisse adapter au maximum l'accompagnement qu'on peut proposer. Et ça va se retrouver dans un travail avec les familles aussi pour personnaliser les espaces de vie, comme on peut voir ici. Connaître aussi leur pathologie. Alors en général, on a toujours tendance à privilégier la pathologie en premier, alors que pas du tout. Il faut déjà connaître la personne et la pathologie vient après en fait. Les connaissances importantes à avoir quand on est psychologue en résidence comme les Trois Roses, ça va déjà être d'appliquer le code de déontologie des psychologues, où on va vraiment mettre en place une démarche éthique dans l'accompagnement thérapeutique. Et ensuite, en tant que neuropsychologue, ça va être prendre en compte les troubles neurocognitifs et les perturbations comportementales qu'on peut observer. On doit laisser la personne autonome au maximum. Donc, tant qu'elle pourra faire des choses, la laisser faire par elle-même. C'est le feeling, c'est avoir un dynamisme important, parce qu'on apporte la joie de vivre. Lors des formations, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur l'écoute. Et après, non, c'est au fond de soi, en fait.
La question de l'autonomie, c'est quelque chose que j'ai appris à l'école, mais le terrain, c'est encore mieux, et c'est là qu'on voit les compétences des gens et ce qu'ils sont encore capables de faire. C'est sûr que la théorie, effectivement, c'est important de l'avoir, mais la pratique, rien ne peut l'égaler. La transmission de savoir se passe essentiellement en réunion de transmission, justement, où on peut donner des conseils sur les accompagnements. Moi, je fais la première toilette du résident quand il arrive ici pour guider mes collègues. Et ensuite, petit à petit, elles me disent comment lui se débrouille et on le laisse faire à son rythme. Après, moi, j'ai beaucoup de stagiaires également dans l'établissement qui viennent. Donc là, elles restent 3 semaines, 4 semaines. Donc c'est vrai que c'est important. Là, on peut vraiment bien échanger. S'il y a une seule chose que je voudrais apporter à quelqu'un qui commence dans le métier, c'est la communication. Car c'est souvent que je dis à mes stagiaires, si on ne leur parle pas pendant la toilette et qu'ils ne sortent pas de leur chambre, il n'y a personne qui leur aura parlé de la journée. Et ça, je trouve ça triste pour la personne. Ça serait de travailler sur la notion de bientraitance au maximum, parce que je pense que tout le monde est bienveillant, mais au-delà de la bienveillance, il doit y avoir de la bientraitance. Donc ça va vraiment être le respect du souhait de l'habitant à l'instant T. La chose que je préconiserais chez la personne qui souhaite travailler dans une maison de retraite, c'est l'empathie. Se mettre à la place d'eux. Très joli film. Je me tourne vers vous, Dana Jourde et Joël Aufren. J'aimerais que vous me parliez de votre expérience terrain, que vous me donniez des exemples pour nous montrer ce que vous découvrez au contact des résidents, et puis après on parlera éventuellement de ce que vous auriez pu savoir avant, qui vous aurait simplifié la vie, mais déjà votre expérience au quotidien par rapport à ce qu'on a vu là, par exemple. Alors moi, au quotidien, je rencontre des gens extraordinaires, des vieillissants, avec des troubles cognitifs ou des troubles du comportement, parfois des personnes qui sont en difficulté de santé. Et je m'attache vraiment à voir la personne, sa singularité, le connaître, d'où l'importance aussi du PAI, le projet d'accompagnement individuel qu'on crée à l'entrée du résident dans l'établissement. On s'appuie vraiment dessus pour construire un accompagnement adapté, en fait. Et au quotidien, je rejoins ce qu'avait dit, je crois que c'est l'aide-soignante, c'est la communication. Vraiment, la communication, c'est très important. Établir un lien, créer une relation de confiance, de partage, de respect, c'est vraiment très, très important. C'est Dana Jourde qui m'a enseigné ça lors de ma formation. Alors justement, cette communication, ça vous permet de découvrir peu à peu les personnes et donc d'établir une vraie relation, quelque chose d'enrichissant réciproquement d'ailleurs. Pour échanger, pour se connaître, oui, bien sûr. Pour échanger, se connaître et mieux appréhender les difficultés qu'on va rencontrer. Parce que plus on les connaît, plus on va savoir le moment où va y avoir un problème. Donc ça va beaucoup nous aider, la communication. Et puis avoir une posture, un savoir-être. C'est pas si évident que ça de parler à quelqu'un qui a des troubles. Ou du comportement, ou des troubles cognitifs. Donc il faut quand même savoir comment on va aborder le sujet. Il faut avoir des connaissances. C'est pas inné. On peut avoir une réaction qui sera pas du tout adaptée, en fait. Et on pourra lui faire du mal sans le vouloir. En plus, à mon avis, vous adaptez à chaque personne, de toute façon. Complètement, toute la journée. Il n'y a pas de recette. À tout instant, d'une journée à l'autre, le résident peut avoir une attitude complètement différente. Mais donc aussi l'importance des transmissions. Quand on arrive sur notre poste de travail, on lit les transmissions, ce qui va nous indiquer ce qui s'est peut-être passé dans la nuit ou dans sa famille, qui pourra expliquer qu'il a un comportement inadapté ce jour-là. Et du coup, on s'adaptera à sa situation pour l'accompagner au mieux. Dana Jourde, qu'est-ce que vous expliquez aux équipes justement pour les aider à avoir cette relation, pour faciliter cette relation ? Ce que je gérais des établissements pour personnes âgées depuis l'âge de 27 ans.
Diplômée en gérontologie, je suis arrivée à mon premier poste confiante parce que j'avais un beau bagage cognitif, j'avais des connaissances, j'étais très très motivée et je voulais bien faire les choses. Et rapidement, je me suis rendu compte que la réalité du terrain n'est pas celle que j'ai appris à la bibliothèque ou sur les bancs universitaires. Et c'est le mot singularité. Tout à l'heure, Monsieur Droit, il a dit, c'est vraiment la singularité de chaque situation qui m'avait surprise et la singularité du vécu personnel de chaque personne, de chaque famille, mais aussi la singularité de chaque professionnel avec qui je travaillais. Et dans ma mission de directeur, je pense la plus grosse mission, c'était d'instaurer des liens de confiance au sein des équipes, mais aussi avec les résidents et les familles. Les personnes âgées très fragiles nous confient leur vie. Les familles nous confient les êtres chers. Ils ont besoin qu'on agisse dans la justesse du geste, de l'acte, mais aussi avec justice. Et cette confiance, pour moi, elle repose sur 2 piliers. C'est notre compétence métier, le geste technique, son raffinement. C'est aussi la capacité à produire des résultats corrects d'accompagnement des personnes, mais surtout cette qualité d'être, cette incarnation que nous avons de professionnels, cette capacité à être humble, à se questionner, cette capacité à être véritablement disponible pour la personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école aujourd'hui. Je rêve, peut-être un jour on apprendra. C'est quelque chose que nous avons à travailler tout au long de notre vie et c'est quelque chose qui se travaille en individuel mais aussi en collectif. Je pense, et on a vu ça avec les équipes, ce qui est important, c'est de pratiquer la théorie, mais aussi théoriser notre pratique. Avoir ce recul sur ce qu'on fait pas, comment on le fait et pourquoi on fait pas les choses. Vraiment avoir cette conscience de notre travail pour pas rester dans l'ignorance de l'expérience, mais vraiment avoir cette intelligence du travail auprès des personnes fragiles. Parce que l'être humain est beaucoup plus complexe que les théories et donc ça demande un travail sur soi. Joël Offren, est-ce que vous avez quelques exemples qui vous viennent comme ça, de relations qui se sont bâties très, très facilement, très vite grâce à votre expérience ou au contraire des choses où vous avez dû vous remettre un petit peu en question? Je pense que tous les jours, vous avez des personnes différentes dont vous vous occupez. Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai fait des activités avec eux. Bon, il y a le soin, bien sûr, hein, c'est mon cœur de métier, mais j'ai fait des activités avec eux, j'ai fait du théâtre. Ça a vraiment créé des liens et ils ont eu confiance tout de suite. J'ai fait aussi des cours de langage des signes. Je trouvais que c'était intéressant pour des personnes âgées d'apprendre un nouveau mode de communication parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Et je crois que ça m'a permis de tisser des liens avec des personnes dont je ne prenais pas soin, puisque ces activités étaient interétages, en fait. Et ça a facilité, en fait, la rencontre avec les résidents et dans l'approche après du soin. Et avec les familles aussi? Alors, avec les familles aussi. Moi, j'ai en règle générale de bonnes relations parce que je les écoute beaucoup. Je les écoute beaucoup, je les rassure. Après, quand je n'ai pas les réponses qu'ils me demandent, je fais tout de suite appel à une infirmière ou à ma cadre de santé. Si je ne suis pas en capacité de répondre, je ne vais pas donner une réponse fuyante ou dire un mensonge. Je connais très bien mes limites dans mon travail et les responsabilités que je peux avoir. Donc je pense qu'ils ont confiance, en fait. C'est important. Oui. Dana Jourde, pour vous, les activités sont vraiment complémentaires des soins, c'est un tout. Vous avez des exemples de personnes qui, justement, grâce à des activités que vous avez trouvées qui étaient adaptées à leur plaisir, à leur désir, ont changé de comportement? Les activités font partie du soin. En fait, les activités, c'est pas quelque chose en plus du soin, elles font partie du soin. Et vous me posez la question, j'ai tout de suite l'image qui me vient d'une résidente qui était en unité protégée, qui ne s'exprimait plus du tout, qui était très très éteinte, qui communiquait même plus avec ses filles. Et nous avons fait venir des clowns de l'hôpital, des clowns qui jouaient de la musique et qui chantaient. Et puis ils animaient le groupe, la dame ne réagissait pas et une des intervenantes a laissé le violon sur la table. Et cette dame s'est levée, elle a pris le violon et elle a joué du violon alors qu'elle ne parlait plus, elle ne mangeait plus toute seule. Et l'animatrice a eu la présence d'esprit de la filmer.
Et on a montré aux filles, elles ont pleuré, elles étaient tellement émues, elles se sont souvenues quand leur maman était jeune, elle a appris du violon, et elle jouait le violon quand elles étaient petites. Et donc, et tout le monde a oublié ça, mais elle a gardé ce geste-là. Et ça fait partie du soin. Et ça a déclenché quelque chose derrière? Est-ce qu'elle a rejoué du violon? Est-ce que vous entretenez quand vous voyez quelque chose qui transforme comme ça une personne? Là, dans ce cas précis, on a compris que pour l'accompagner, il lui fallait de la musique. Donc la musique est devenue notre support d'intervention, support du soin. Et à chaque fois, quand il y avait quelque chose en lien avec la musique, on l'a sollicité. Et c'était la musique qui était la médiation, le lien entre cette dame et puis nous. Joël Aufren, en dehors de la musique, il y a quoi qui... Donc vous avez dit le langage des signes. Il y a des choses qui marchent plus ou moins bien. Il n'y a pas de recette de toute façon? Il n'y a pas de recette. Je veux dire, chaque personne est singulière, unique. Chaque soignant aussi. Avec mes collègues, on se rend compte que parfois, on a des approches complètement différentes avec les résidents. Il y a des choses qui sont stables dans la prise en soin, parce que ça rassure le résident. Mais après, l'approche ou les conversations qu'on peut avoir avec le résident sont complètement différentes. Moi, c'est souvent l'humour. J'ai pas l'air comme ça, mais je les fais beaucoup rire. On vous a stressé peut-être un petit peu aujourd'hui, c'est pour ça, mais c'est pas grave. Et je crois que l'humour marche plutôt très très bien. Et du coup, ils sont très détendus. Souvent, on met un petit peu de musique. Et oui, l'humour fonctionne bien. Ils sont très drôles. Ils se moquent beaucoup de moi. Ils ont pas souvent de deuxième degré, eux. Donc, je fais toujours attention. Hein. Oui, on rigole beaucoup. Ça, c'est important. C'est important. Il y a une question qui est très importante dans le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant et qui aurait peut-être changé votre vie professionnelle, votre vie relationnelle? Est-ce que il y a des choses qui vous ont manqué? Bien sûr, la formation. Moi, j'ai intégré la fondation en 2017. Je suis un pur produit de reconversion professionnelle. À un moment donné, j'avais un âge un peu mature et je trouvais plus de sens à ma vie professionnelle et ça me manquait vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui à un âge se demandent mais qu'est-ce que je fais dans ce travail? Et donc j'ai intégré la fondation en tant qu'agent de soins. J'ai bénéficié de nombreuses formations qui m'ont vraiment aidée dans ma mission d'accompagnement. Je me retrouvais souvent en difficulté parce qu'effectivement, il me manquait des outils, il me manquait des clés. Par exemple? La communication, encore une fois. C'est pas si simple que ça d'écouter les gens. Après, faire des toilettes, tout le monde sait faire une toilette. Enfin, on peut apprendre à faire une toilette. C'est technique. Mais c'est simple à réaliser. Et on peut effectuer une toilette et après laisser le résident dans un désert affectif le plus complet. Alors que effectivement, la communication, ça crée du lien, un lien social, il en a besoin. Après, en difficulté, ce qui m'a manqué, c'est peut-être les connaissances du vieillissement physiologique, du vieillissement pathologique, parce que ça peut expliquer les difficultés qu'on rencontre de prise en soin. Ça, je l'ai appris dans ma formation d'agent de soins. Après, moi, j'aime beaucoup. Je suis devenue très curieuse avec ce métier, vraiment. Je me suis beaucoup renseignée sur les maladies neurodégénératives, justement pour accompagner au mieux les résidents. C'est pas. Des fois, on a un petit peu la tête dans le guidon quand on est au travail et on oublie que cette personne a 80 ans, qu'elle a de grosses difficultés. Et du coup, de faire un pas de côté et de se souvenir de ce qu'on a appris, on l'accompagne mieux. Et après, tout va bien. Parce qu'elle se sent en sécurité, elle se sent respectée, elle se sent entendue. Et ça se passe généralement très bien. Dana Jourde, dans votre enseignement, j'imagine qu'il y a de la théorie et puis il y a tous ces petits trucs qui se montrent, qui font partie de l'expérience. Et ça, c'est aussi vraiment une formation, une part importante de la formation. Oui. Nous sommes vraiment sur le créneau de la formation professionnelle. Il y a bien sûr des apports théoriques, mais ce qu'on cherche avant tout, c'est que les professionnels formés
une fois en retour en poste, puissent avoir le geste technique, le comportement ajusté, adapté. Et on travaille beaucoup, donc les formateurs, nos parcours de formation sont conçus de façon à avoir des apports théoriques, bien évidemment, pour avoir une assise solide. Et on travaille beaucoup sur les mises en situation et sur les cas pratiques qui sont amenés par les participants. Tous les cas pratiques qui leur posent question, auxquels ils n'ont pas trouvé personnellement réponse, qu'ils n'ont peut-être pas trouvé de réponse en équipe aussi. Et comme dans nos formations inter-établissements, nous avons les professionnels issus de plusieurs établissements, il y a forcément un collègue qui a une idée, qui a su déjà pratiquer quelque chose. Et parfois aussi, au sein des équipes, les professionnels qui arrivent sans de formation, ils n'osent pas poser la question, ils n'osent pas prendre la place. Quand il y a le médecin, la cadre de santé, la psychologue, ils se font tout petits. Et donc, ils ne s'autorisent pas, ils n'ont pas cette confiance, alors qu'en formation, ils sont entre pairs, entre personnes qui sont des non-sachants, qui sont là pour apprendre. Du coup, ils sont plus à l'aise aussi pour être ignorants, entre guillemets. Il y a une dernière petite question, c'est le bon usage des confidences des résidents et de leurs proches. Vous avez effectivement une grande proximité avec ces personnes-là. Est-ce que ce qui se dit entre cette personne, ce résident et vous, ça doit rester là? Est-ce qu'il y a une possibilité de façon éthique d'utiliser ce que vous avez appris? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez le sentiment de devoir dire aux proches, ou au contraire, ça reste un colloque très, très singulier entre le résident et vous? Ça se passe comment? Alors, les confidences que je vais recevoir d'un résident, ça restera entre lui et moi. Sauf si, par exemple, on a un résident qui manifeste des envies suicidaires ou un comportement qui peut nuire à sa santé, bien évidemment que j'en parlerai en transmission. Ça me paraît logique, mais sinon, non, des confidences, ça reste secret. On sait très bien les transmissions qui se font dans les couloirs où les collègues parlent d'un résident devant tout le monde. Non, ça, c'est pas possible. Non, ça doit rester... S'il m'a fait cette confidence, c'est qu'il me fait confiance. Je ne peux pas trahir sa confiance, sauf si effectivement je juge qu'il peut se mettre en danger. Donc là, j'en parlerai avec mon équipe. Dana, vous voulez ajouter un petit mot avant qu'on demande à nos amis de réagir? Oui, et là, je repense aux confidences que j'ai eues en accompagnant les personnes, et je me dis, en fait, on a une fausse image de nos métiers, parce qu'on les considère comme des métiers qu'on ne choisit pas, qu'on fait parce qu'il y a du boulot. Et en fait, c'est un vrai privilège d'accompagner les personnes, être dans leur intimité, et ce privilège, il est précieux. Et je me dis, en fait, notre métier, il faut qu'on le fasse avec l'élégance et le raffinement. Et donc, effectivement, il y a des choses à garder, il y a des choses qui nous font grandir nous-mêmes aussi, et ils sont à partager. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces témoignages. Je me tourne vers vous. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Je vais commencer avec vous, Geneviève Delézy de Parseval. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, ces commentaires, ces témoignages ? Bien, ça m'inspire. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Je me rends compte de mon ignorance. Je pensais à ce que disait Roger Paul Droit sur la vieillesse, terre inconnue. Moi, je me suis lancé dans l'écriture d'un livre sur la vieillesse, croyant savoir 2-3 choses, avec 50 ans de psychanalyse derrière moi. Et je me suis rendu compte que finalement, je ne connaissais pas grand-chose. Et j'ai essayé tout le monde me disait, tu écris un livre sur la vieillesse. Alors, c'est quoi la vieillesse? Ça commence quand d'ailleurs? Et alors, et ça, on va en reparler après. Oui, bon. Et finalement, j'ai passé un temps énorme à essayer de cerner le sujet. Et je n'avais sous la main que moi-même. Excusez-moi si je parle de moi 2 secondes. Ma réflexion, c'était... Alors, tu es vieille, puisque j'avais dépassé 80 ans, mais dans ma tête, j'avais 40 ans. Je disais, bon, ça doit être au fond assez banal. Un peu, vous savez, comme la météo, on parle du temps qui fait, mais de la température et du temps ressenti. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de cerner ce sujet. Alors, c'est vrai que la psychanalyse donne quelques outils, mais à côté de ce que vous dites, je me sens un petit peu moins maintenant, mais il y a 2 ans, je me sentais complètement nul. Et en cherchant... Je vais vous redonner la parole après. Là, c'est juste une réaction rapide sur les propos. Professeur Claude Jandel, bon, vous ne découvrez pas, évidemment. Non, mais je dirais que c'est
plein de vérité, d'évidence, tout ce qui a été exprimé là. Merci. Vous avez bien traduit ce que ressentent les équipes, d'une part, les difficultés à appliquer les concepts, ce qu'on va évoquer après, les limites, aujourd'hui, en particulier dans le cadre qui nous est un peu imposé, la possibilité que ça génère des frustrations, certainement, dans les esprits de chacun et chacune qui œuvre auprès de nos résidents en particulier. Tout ça est à considérer, et ça explique peut-être aussi ce que je viens de dire, certaines réticences à d'autres plus jeunes à embrasser ces métiers, au regard justement de l'image qu'on renvoie. Voilà. Oui. Yves Agide. D'un côté, bravo, hein, vous êtes formidable. Si vous vous embêtez dans cette fondation, si vous voulez venir travailler avec moi, je vous prends toutes les deux. C'était pas le but du jeu. Ah, c'était pas ça qu'il fallait dire. Bon, c'est pour rire. Non, je pense moi, je retiens deux choses de ce que vous avez dit. La première, c'est l'humanisme, c'est-à-dire l'établir des liens sociaux par la communication. Au fond, se comporter avec ces personnes âgées qui sont si particulières, comme on se comporte avec les gens qu'on côtoie tous les jours. On cherche l'autre, on cherche à être en collectivité. Alors voilà, ça, vous l'avez très très bien exprimé. Il y a une deuxième chose que vous avez dit vous-même, je crois important, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. C'est-à-dire que il faut bien comprendre ce que c'est que le vieillissement. Et si on a une bonne idée, non pas qu'on peut le faire on peut très bien faire sans connaître toute la physiologie du cerveau, c'est pas le problème, mais c'est quand même l'idée que si on comprend ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un, à ce moment-là, vous aurez la possibilité de vous dire que ce que vous faites a une cohérence parce que c'est possible, étant donné ce qu'on sait du cerveau, ou peut-être que ça n'est pas possible. Par exemple, l'histoire de la musicienne, la violoniste, si vous voulez, c'est vrai que les gens qui ont des maladies d'Alzheimer, souvent, ils ont perdu complètement le langage de compréhension ou d'exécution, parce que les circuits sont cassés. Alors, on a l'impression qu'ils n'ont plus rien. En réalité, là, les circuits de la musique, si je peux me permettre de s'appeler, terrible. Donc, vous voyez, je pense que donc la connaissance vraiment de cette physiologie grossière, de connaître quand même quelques thème essentiel, je le dirai peut-être tout à l'heure, oui, absolument, est essentiel. Absolument. Là, je vais passer la parole à Claude Jandel, sur le... vous m'aviez dit, quand on avait préparé quelque chose qui est assez évident, qu'on sait tous, c'est que le vieillissement n'est pas uniforme, qu'il faut en tenir compte. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ces trajectoires d'avancée en âge si différentes ? Oui, je vais essayer dans le temps imparti. D'abord, peut-être donner deux définitions, parce que moi j'enseigne depuis plus de 30 ans la gérontologie et la gériatrie. Plus dans le micro aussi. Et on a tendance à confondre ces deux termes. Gérontologie, c'est la science les sciences du vieillissement qui ne préjugent pas de l'entité dans laquelle on se situe. On peut être philosophe, s'intéresser au vieillissement, sociologue, économiste. Et si on est médecin et qu'on traite non plus de sujets en bonne santé, âgés soit, mais de malades, on est gériatre. Voilà la différence entre les deux mots. Alors j'enseigne les deux disciplines et j'enseigne plus spécifiquement la gériatrie aux professionnels de santé, c'est évident. Pour autant, ces deux disciplines, il faut en connaître la genèse, font partie en France, comme d'ailleurs dans l'international, des sciences de la globalité. Comme un peu l'enfant, la pédiatrie, si je fais le parallèle. Il n'y a pas de pédologie, ça n'existe pas, ça, par contre. Mais il y a des sciences de l'enfant, qui ne sont pas médicales. Je raccrocherai la santé mentale, qui s'en rapproche, puisqu'il y a une approche quand même globale, un peu moins quand même, et bien sûr la médecine physique et la rééducation, qui, elle, met l'accent sur la fonction, ce qui est essentiel dans le propos que je vais tenir là. Il faut mettre cela en parallèle avec les deux transitions auxquelles on est confronté, qu'évoquait Roger Paul tout à l'heure, la transition démographique, inéluctable, et c'est plutôt bien, la révolution de la longévité, qui concerne les pays à haut niveau de développement, et on en fait partie,
une espérance de vie qui a cru, qui a doublé en 100 ans, mais qui stagne, c'est un sujet qui interpelle, mais qui est parallèle à une autre transition, et c'est celle-là dont je voudrais parler, c'est la transition épidémiologique des maladies. Parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, Anne, il n'y a pas une modalité d'avancement en âge, mais des modalités d'avancement en âge. Je dirais presque qu'elles sont tellement singulières, je vais en parler en schématisant dans 3, mais c'est restrictif de fait, c'est plus à visée pédagogique en l'occurrence. Il y a l'avancement en âge qu'on appelle le successful aging, c'est-à-dire le vieillissement réussi. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on garde ses fonctions intègres, parce qu'on n'a pas de maladie d'organes. Et il y a un grand nombre de personnes, heureusement, qui suivent cette trajectoire de vieillissement au niveau de fonction, qui atteignent le centénariat pour un certain nombre, et il y en a de plus en plus, et il faut qu'il y en ait de plus en plus. C'est la prévention qui doit permettre d'augmenter le contingent de ces personnes, et c'est possible, c'est la référence, hein, finalement. La deuxième modalité d'avancement en âge, beaucoup plus péjorative, sur laquelle on va forcément revenir, c'est le fait que l'âge est quand même le premier facteur de risque de l'ensemble de toutes les maladies. Vous avez toujours une fréquence plus élevée de la maladie dans la tranche d'âge suivante. Aucune exception. Pour revenir à la maladie d'Alzheimer, 3% des plus de 65 ans, 20% des plus de 80, 30% des plus de 90, mais ce n'est pas 100%. Hein. Et là, c'est une autre problématique. Yves parlait de la physiologie, elle s'intéresse plus au vieillissement normal. Madame voulait qu'on parlait tout à l'heure du vieillissement intrinsèque, normal, c'est de la physiologique. Mais là, moi, je parle de la physiopathologie, c'est-à-dire des modifications, des dérèglements de l'organisme induits par une maladie. Hein. Et c'est de ça dont on va parler, puisque nos résidents, malheureusement, sont dans cette catégorie. Et puis, il y a une troisième modalité d'avance en âge, c'est le fait qu'on peut voir ses capacités fonctionnelles commencer à se réduire par de perte d'autonomie, c'est le vocable consacré aujourd'hui, fonctionnel, sans pour autant être déjà atteint d'une maladie. Donc c'est entre les deux trajectoires, si vous voulez. Mais ce paradigme-là expose au risque de basculer dans le deuxième, c'est-à-dire dans la maladie. Donc c'est ce qu'on appelle la fragilisation. En fait, c'est le fait que nous sommes des organismes, je ne vais pas vous faire un cours, mais des organismes munis d'organes. On parle beaucoup de la lésion, de la structure, mais on ne parle pas assez des fonctions qui sont portées par ces organes. En fait, on ne vit que grâce aux fonctions que nos organes nous procurent. Et je crois que c'est le modèle fonctionnel que Philip Wood avait mis en exergue dans les années 80 et sur lequel on commence à revenir dans les systèmes de santé. On se rend compte qu'on a oublié ce modèle, ce qui n'est pas le cas des rééducateurs, ce qui n'est pas le cas des gériatres qui considèrent qu'il faut faire en sorte de récupérer tout ce qu'on peut récupérer en termes de fonction, et c'est possible très longtemps, hein, à défaut de pouvoir guérir, hein, on peut récupérer ou réduire, freiner la perte de fonction, parce qu'en fait, la perte d'autonomie, la dépendance, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est quoi? C'est le fait de ne plus être capable d'assurer les actes de la vie quotidienne, parce que l'organe ou les organes sont atteints de lésions qui altèrent leur fonction. Alors, on n'est plus capable de marcher, de voir, etc. La problématique aujourd'hui de nos résidents d'EHPAD, c'est qu'ils sont accueillis dans des situations de plus en plus extrêmes. On a retardé leur accueil en établissement. Ça vaut d'ailleurs aussi un peu pour les résidences autonomie, un peu moins. Mais finalement, à ce stade-là, ce sont des personnes, j'insiste bien, ce sont des personnes qui ont 80 ans de vie derrière elles, qui ont vécu 80 fois une année. Hein, et le temps s'exerce de la même façon pour tous. Hein, ça ne prend rien. On est tous égaux vis-à-vis du temps. Et qui, subitement, passent d'un lieu de vie à un autre, mais sont complètement méconnus du futur lieu de vie. Et ils arrivent avec 80 années de fardeau, enfin au sens positif du terme, avec une histoire de vie, un récit de vie considérable, mais dans des situations qui font qu'ils ne sont pas toujours capables de pouvoir restituer eux-mêmes leur récit de vie. Déjà, première difficulté, et ça, ce que nos collègues disaient tout à l'heure, c'est d'une très grande richesse, mais c'est difficile. Alors, les proches sont là parfois, mais un grand nombre de nos résidents, malheureusement, sont isolés. Hein. Et puis, il faut pouvoir avoir le temps, surtout, de reconstituer cette histoire de vie. Ensuite,
de par les maladies, parce que ce ne sont malheureusement pas qu'une maladie, ce sont parce que le fait qu'ils sont multimorbides, comme on dit, atteints de maladies, notamment du système nerveux central, il y reviendra tout à l'heure, mais pas que, malheureusement. Ils sont atteints de maladies somatiques, pas développées, mais cardiaques, rénales, pulmonaires, et puis sensorielles aussi, ce qui fait qu'ils cumulent les handicaps sensitifs, sensoriels, moteurs, cognitifs, psychocognitifs. Et c'est une complexité extrême, si vous voulez, pour nos soignants, l'ensemble de nos professionnels qui les accueillent dans cette situation, qui ne les connaissent pas, qui n'ont pas les informations qui les précèdent, qu'il faut reconstituer avec les éléments à disposition, avec un temps contraint, dans un contexte de tension, pas besoin de développer, ce qui fait qu'on occulte finalement l'étape essentielle, centrale, qui devrait pourtant être une part de solution, hein, et on le sait depuis de très nombreuses années, mais on a bien du mal de déployer ce process ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le plan d'accompagnement personnalisé. Alors, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'il soit personnalisé, bien sûr, parce que aucune situation n'est identique à une autre, hein, et elle change en plus. Mais ce plan d'accompagnement personnalisé, c'est le moment idéal, à condition d'avoir le temps, pour transmettre du savoir. Oui. Je peux poursuivre ou c'est trop long? Oui, non, mais j'avais juste une question à vous poser qui était plus pratique pour terminer. C'est ce bilan-là qui pour vous conditionne tout ce qui suit après comme relation entre les soignants et les résidents. C'est la pierre angulaire. Ouais. Alors s'il y a bien quelque chose qu'on peut améliorer, c'est ce moment-là, à condition d'avoir le temps de le faire. C'est un moment de co-construction interprofessionnelle, interdisciplinaire, qui permet de recueillir les préférences, les attentes, les désirs, enfin l'histoire, mais encore une fois, avec la difficulté de communication. Je prends un exemple pour rebondir sur la toilette. Bon, on a dû inventer quand même, il y a de ça une quinzaine d'années, des échelles pour évaluer la douleur chez ces personnes. Parce que si on vous pose à vous la question, avez-vous mal? On a des échelles analogiques visuelles. On vous demande de situer entre 0 et 10. Parce que vous comprenez la question et vous êtes capable de graduer. Mais les personnes dont on parle ne comprennent pas la question, elles sont encore moins capables de situer. Donc, on a inventé des échelles d'hétéro-évaluation qui s'appuient sur la communication non verbale, c'est-à-dire pendant la toilette, nos soignants sont normalement formés à identifier, à partir de petits signes d'attitude, posture, d'attitude anormale, de mimique anormale, des douleurs, une douleur, et de la codifier, et de l'évaluer, et de la réévaluer sous l'effet d'un traitement. C'est des échelles qui montrent bien la complexité de la démarche. Ces échelles existent. Nos soignants, normalement, sont censés les prodiguer. Mais encore faut-il avoir aussi le temps de le prodiguer. Alors, ce temps-là est central. Il y en a un deuxième temps central. Là, il ne va pas avoir trop de temps pour le deuxième temps. C'est frustrant, c'est très frustrant. Mais je sais, mais autrement, c'est les autres qui ne pourront plus intervenir. Oui, alors c'est eux qui seront frustrés. Si vous voulez, je termine. Je pense qu'il y a deux éléments encore rapidement. Il y a ce temps essentiel qui est le temps d'accueil des premières semaines, en fait. Là, on a un gros travail à faire, à condition d'impliquer l'ensemble de l'équipe, et avec des règles, des procédures qui sont assez standardisées. Deuxième temps, c'est le retour d'expérience. Ça a été un peu évoqué également tout à l'heure. Quand on identifie des situations anormales, qu'on appelle effets indésirables, graves ou pas d'ailleurs, c'est le moment de se réunir en équipe pour, à travers une situation, analyser la situation, appliquer des process aussi assez bien standardisés pour identifier les failles. Et ce sont des moments d'échange et où on va essayer de comprendre, le mot comprendre, la situation et pourquoi elle est survenue. Et ça se partage. Troisième message et dernier message, eh bien, c'est les méthodes pédagogiques. Il faut que nos méthodes soient adaptées à ce qu'on envisage là, qui est complexe quand même, puisque avec des prérequis différents. Nos professionnels n'ont pas les mêmes prérequis. Entre une aide-soignante, une infirmière, un médecin et les autres professionnels, ce ne sont pas les mêmes prérequis. Donc on parle de prérequis différents. Donc il faut ajuster
ce qui n'est pas évident. Et c'est ce travail. Les méthodes existent. J'en cite une, c'est s'il vous plaît, rapidement là. L'apprentissage par problème, qui est une méthode pédagogique basée sur la psychologie cognitive et qui est une méthode particulièrement rompue à permettre justement ces ajustements interdisciplinaires. Voilà, Merci beaucoup. Alors Yves Agide, je voudrais savoir maintenant ce qu'on sait du cerveau, du vieillissement normal et du vieillissement pathologique du cerveau, parce que ça, c'est une vraie source d'inquiétude aussi. Parfois, la frontière est un peu tenue, non ? Il faut faire comme Claude, il faut parler très peu, c'est ça. Et le médecin est très embarrassé dans cette histoire, tu as tout dit, parce que plus il y a de résidents, plus il y a de personnes âgées, plus elles sont dépendantes. Et à ce moment-là, la médecine intervient, évidemment, elle soigne bien ces personnes, si bien qu'il y a de plus en plus de malades. Donc on est dans un cercle qui n'est pas vicieux, c'est un cercle tout à fait vertueux, évidemment, où les pouvoirs publics, entre parenthèses, sont complètement... on ne sait pas quoi faire, quoi. Toutes ces personnes très âgés, en bonne santé, ou et surtout beaucoup de malades, comme tu l'as souligné. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, c'est vrai, mais c'est un pactole pour les leaders de l'industrie qui inventent des choses absolument extraordinaires, comme des pâtes des crèmes anti-âge, des perlimpinpins qu'on retrouve joyeusement dans les urines, comme les antiradicaux, les compléments alimentaires, les vitamines, très utiles, les vitamines au Biafra, mais chez nous, ça n'a aucun intérêt, sauf des cas vraiment très exceptionnels, ça. Et là, si vous voulez, pour moi, c'est peut-être le message que je voudrais donner, c'est qu'en réalité, tout ça, c'est des raisonnements sur des croyances. Il n'y a pas de raison de donner ces médicaments qui sont des placebos. J'en choquais beaucoup. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est faire ce que vous disiez, madame. C'est-à-dire, il faut croire à des choses, mais il faut le croire avec raison, sur des choses raisonnables, sur des choses validées. Et c'est là qu'effectivement, la science intervient un peu. Alors, j'aime bien votre réponse, mais ce n'était pas ma question. Donc, comment on peut faire la différence entre le vieillissement normal et pathologique du cerveau pour dans leur vie quotidienne, pratique, hein? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'on peut enseigner des choses? Ils l'ont tous dit, alors je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Sur le plan physiologique, il faut d'abord savoir ce que c'est que le vieillissement, quand même. Alors, le vieillissement, tu as raison, c'est la partie somatique. Le corps est très important, évidemment, toutes les maladies, d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans le cerveau. Mais il faut savoir que le corps ne pense pas. C'est quand même la tête qui pense. Donc c'est la tête qui est le comportement. Donc le vieillissement du cerveau, c'est quelque chose qui est essentiel parce que c'est ce qui donne l'apparence du vieillissement. Si vous avez quelques cheveux blancs ou les rides ou des machins, c'est pas très important. Par contre, si quelqu'un marche mal, tombe, s'il a des oublis, s'il a des incontinences urinaires ou s'il est déprimé, c'est ça vraiment le problème important du vieillissement. En plus, ce vieillissement n'est pas uniforme, comme tu l'as dit, il est en pièces détachées. Alors, ce qui est vrai pour le corps, là, on a des petites taches, les ongles qui viennent strier, enfin bon, etc., etc. Mais dans le cerveau, où vous avez 200 milliards de cellules, toutes ces cellules vieillissent à des vitesses différentes. Par conséquent, ça donne les symptômes les plus extraordinaires et les plus différents d'une personne à l'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, le grand problème du vieillissement dont on ne parle pas souvent, c'est quand même c'est les chutes, ces gens qui tombent. Ils tombent de plusieurs façons, il y a plein de raisons. Dès qu'on voit quelqu'un tomber, on me dit « Ah ben oui, j'ai mal aux genoux ». Les genoux, ça fait pas tomber, ça fait boiter, c'est pas pareil. Enfin bref. Donc oui, ce vieillissement, il faut le connaître parce qu'il est pas uniforme, il se fait en pièces détachées. Pour répondre à votre question plus particulièrement, c'est qu'en effet, vous avez des hypernormaux, vous avez des marathoniens qui font encore des marathons, des nonagénaires, je veux dire, qui font du marathon. Et puis, il y a des gens qui sont comme ceux que tu connais mieux que moi, qui ont des maladies d'Alzheimer au dernier degré, que vous connaissez parfaitement bien. Oui, mais en réalité, la distinction entre les deux n'est pas complètement évidente. Sur le plan clinique, sur le plan au microscopique, quand on regarde les cerveaux, et sur le plan moléculaire. Alors, sur le plan clinique, vous avez des maladies d'Alzheimer qui sont extrêmement lentes,
qui vont durer plusieurs, souvent chez les personnes âgées, c'est très très lent. Et au début, on ne sait pas si c'est normal ou pas. Et puis, chez des gens très très âgés, faire le diagnostic, si vous êtes un centenaire, il y a 30 000 centenaires à peu près aujourd'hui, il y en aura 165 000, on dit, en 2050. Chez les personnes très très âgées, c'est très difficile de reconnaître un syndrome parkinsonien débutant ou une maladie d'Alzheimer, etc. On dit toujours il a toute sa tête, ce centenaire, mais enfin, finalement, quand on rentre dans des choses un peu abstraites, c'est pas évident. Hein. Voilà, donc c'est difficile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai sur le plan physiologique. Donc moi, je me pose la question de savoir si on vivait, Dieu merci, on le fait pas, jusqu'à 130 ou 140 ans, on serait peut-être tous déments et avec des signes de syndrome parkinsonien, par exemple, et autres saletés de ce genre, quoi. Voilà. Donc, je voulais rajouter une chose, si j'ai le temps, c'était pour nos soignants, parce qu'à chaque fois, l'âge, pour les soignants, c'est très important. C'est distinguer ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. C'est distinguer ce qui fonctionne dans le cerveau et ce qui ne fonctionne pas, parce que ce qui ne fonctionne pas bien, par exemple, si quelqu'un marche mal, il faut le faire marcher. Il faut compenser cette déficience. Mais s'il y a quelque chose qui marche, que vous avez repéré parce qu'il voit bien ou parce qu'il entend la musique, au contraire, il faut aussi le développer. Mais je voudrais dire la même chose pour la fin de vie, parce que tout le monde me dit il est mort de vieillissement. On ne meurt pas de vieillissement, on meurt de maladie. Et je le dis pour vous parce que je connais quand même bien les EHPAD. Il faut comprendre que quand on est dans ces EHPAD, on passe par 3 stades. On a d'abord des maladies favorisantes. L'athérosclérose, le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, tout ce qu'on voudra, toutes ces maladies qui affaiblissent l'organisme. C'est bien. Mais ensuite, vous avez les maladies qui déclenchent la mort. Ce sont les complications des précédentes. Par exemple, un infarctus du myocarde, c'est la complication de l'athérosclérose. Alors ça veut dire qu'il faut, vous, repérer, savoir que quand des gens ont l'athérosclérose, on bien connaître les dossiers, sans être nécessairement un spécialiste de l'athérosclérose, pour mettre en garde, prévenir, essayer. C'est là qu'on peut jouer. Et l'infarctus du myocarde, c'est lui qui se complique, qui entraîne la mort. Et on passe par 3 stades, la maladie favorisante, la maladie déclenchante et la mort, finalement. Mais pas le vieillissement. Alors justement, je vais me tourner vers notre 3e intervenante. On a beaucoup parlé physiologie, maladie. Pour vous, psychanalyste, le vieillissement, c'est quoi? C'est une nouvelle crise de la vie? Oui, absolument. Alors, quand je vous écoute, non, je suis très impressionné, mais je me dis que entre le normal et le pathologique, il y a tout de même peut-être un lien à faire. Et j'ai toujours pensé que le normal éclairait le pathologique. Donc je reviens au vieillissement normal, en mettant des guillemets si nécessaire, mais peu importe. Et par rapport à ce que vous dites tous, je pense que même pour les gens très très âgés et très malades, il reste chez eux un jeune. Et j'étais tombé, je reviens à ce que je disais en introduction, j'ai tombé sur une citation de l'humoriste Groucho Marx, qui n'a rien à voir avec le Karl Marx, et qui disait « Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé ». C'est joli ça. Et je pense vraiment qu'au-delà de la boutade, qui en dit très long, il y a un noyau jeune dans tout le monde, dans la mesure où nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes nés avec une espèce de moteur que la psychanalyse a appelé la libido, qui est un moteur qui évolue tout au long de la vie et qui passe par des crises que l'on connaît tous, puisqu'on est tous passés par là ici, qui sont les crises du petit développement dont je ne parle pas, mais ensuite il y a eu la crise d'adolescence, qui est bien connue. Ensuite, il y a la crise de la mi-vie, qui a été assez bien étudiée, notamment par un Britannique qui s'appelle Elliot Jack. Et puis ensuite, il y a une espèce d'état un peu bizarre qu'on appelle la vieillesse, mais dont comme je le disais, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à cerner les contours, et qui est une nouvelle crise. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une crise? C'est-à-dire que c'est un état où tout se rejoue à nouveau. Alors, on se rejoue avec les biscuits que l'on a au jour J,
Mais c'est une crise profondément dynamique, et je pense que aussi bien à travers mon propre cas, mais que d'autres cas, et ce que j'ai lu, qu'on peut utiliser les ressorts de cette crise pour aider les gens, les patients, enfin les résidents, les habitants, j'ai appris qu'on disait les habitants, ce que je trouve très bien. Et alors, tout de même, pour vous, c'est peut-être une banalité, je m'en excuse, mais définir la vieillesse, c'est tout de même un piège de la considérer à travers l'état civil. Tout le monde, enfin, on a un état civil, mais vous avez tous connu certainement des jeunes qui étaient vieux dans leur tête à 40 ans, et il y a des gens qui ont 90 ans et qui sont jeunes dans leur tête. Donc, je prends pour seul exemple notre centenaire Edgar Morin, qui a encore écrit une tribune dans Le Monde hier à propos de la mort d'Alain Touraine, et je l'avais rencontré il y a quelques années. Il me disait, mais ce qu'il faut, c'est jamais dételer. Alors, bon, évidemment, il va bien, mais je pense que chez tout le monde, il y a quelque chose qui va bien. Et je pense que tout votre travail, au-delà de votre spécialité très pointue, c'est tout de même de pouvoir repérer ce noyau qui va bien. Et ça me passionne. Et du coup, je me suis plongé dans la vieillesse avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et je pense que vraiment... je me suis un petit peu référé par rapport au temps. Moi, je suis un peu irrité par cet état civil qui nous tombe dessus avec les anniversaires, etc. Et je pense que vous les fêtez, vos anniversaires, juste comme ça, une petite question au passage? Si je les fête... Vous les fêtez, vos anniversaires le moins possible? Mes enfants le font, moi, ça m'embête. Bon. Mais parce que ça fait plaisir, enfin, ça fait plaisir en réalité. Ça fait plaisir aux autres, oui. Mais les Grecs avaient deux mots pour désigner le temps. Ils avaient kairos et chronos. Alors chronos, c'était ce bon vieux chronos. Tous les ans, on prend un an. Mais kairos, c'est le temps qu'on saisit. Et ce temps qu'on saisit, on peut le saisir à tous les âges. Enfin, je pourrais vous en parler longtemps. C'est peut-être... enfin, autant je reconnais très très bien le fait que le corps vieillisse et que le cerveau vieillisse aussi. Mais notamment dans le cas du vieillissement normal, enfin, en mettant encore une fois des guillemets, le vieillissement est marqué par des pertes, la perte souvent d'un conjoint, le départ des enfants, etc. Mais il faut réinvestir d'autres chantiers, et justement en se référant à ce noyau jeune, si vous voulez, enfin, j'ai souvent cherché des métaphores pour expliquer ça. Pour moi, une personne âgée, très âgée, même malade, et j'ai une patiente dans ces cas-là, elle me fait penser à la bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque d'Alexandrie était une bibliothèque où il y avait des milliers de livres construits par Alexandrie dans l'Antiquité qui étaient malheureusement brûlés par César. Et je pense qu'il faut vraiment éviter que la bibliothèque d'Alexandrie brûle dans les vieux que nous accompagnons, y compris nous-mêmes. Parce qu'il y a des quantités de ressources. Alors j'aurai peut-être l'occasion un peu plus tard. Non, allez-y. Bon. Redonner confiance, par exemple. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Parlons-en. La petite expérience que j'ai, mais des personnes âgées, mais depuis mon livre, je me suis, dans le cadre d'une association dont je fais partie qui s'appelle Vieux et chez soi, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens très âgés, notamment des femmes. Je me suis rendu compte à quel point les femmes âgées étaient dévalorisées du fait qu'elles avaient déjà été dévalorisées toute leur vie. Parce qu'elles ont fait tout dans leur vie, elles ont fait quelquefois des enfants, mais elles ont fait la cuisine, le ménage, la comptabilité. Et ce sont des tâches qui n'étaient pas valorisées dans la société. C'était plutôt les tâches que faisait leur mari, qui gagnait plus d'argent, etc. Et je pense qu'il faut pouvoir redonner confiance à ces femmes en leur expliquant que d'abord c'est bien de continuer à faire tout ce qu'on a fait de mieux toute sa vie. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Simone de Beauvoir. Et écouter leurs talents particuliers.
talents qui étaient un peu mis sous le boisseau pendant très très longtemps, parce qu'elles étaient prises dans une espèce de cursus. Il y a un véritable plafond de verre pour les femmes âgées, il me semble. On a l'habitude d'employer cette expression pour les career women, mais je crois que ce plafond de verre, il existe aussi pour les femmes âgées. Et, enfin, dans la mesure où je pourrais continuer à m'intéresser à ce sujet, ça m'intéresserait beaucoup justement de pouvoir casser ce plafond de verre avec des tas de petits moyens très simples. Par exemple, écouter des podcasts à la radio, avoir un temps d'écoute quand on est vieux, même si on est malade, on peut savoir écouter. Ce que nous ne savons pas faire en général, vous en parliez, nous essayons avec nos moyens, mais vos résidents et nous pouvons écouter. Enfin, il y a plein de choses à faire, même jouer au Scrabble avec quelqu'un, ça peut être passionnant si on redonne du sens, si c'est pas perdre son temps, mais gagner du temps. Enfin bon, je pourrais vous en dire beaucoup, mais peut-être vous... Je voudrais vous faire réagir à ce que vous venez d'entendre. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent un petit peu modifier votre regard, modifier votre pratique? Ce plafond de verre des femmes, par exemple, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, bien sûr. Après, je ne pourrais pas employer les mots qu'employait Madame. Je buvais ses paroles, c'était vraiment très intéressant. Je voulais juste rebondir sur ce que a dit Monsieur Agide. Notre rôle aussi, c'est d'observer. Lorsque vous parliez des maladies qui pouvaient intervenir ou lorsqu'il y avait un vieillissement naturel, entre guillemets, et une maladie qui se déclenchait, c'est nous, en observant les résidents au quotidien, qui sommes à même d'alerter en fait l'équipe. Oui, mais justement, c'est ce qu'il faut faire. Mais vous, justement, si vous connaissez un peu la sémiologie, observer, c'est bien, mais si on ne connaît pas ce qu'il faut observer, c'est on va observer des changements. Des toutes petites choses dans les comportements, un mouvement du corps. Alors, je sais que par l'habitude, on y arrive très bien. Et vous, je suis sûr que vous le faites très bien. Mais si on sait un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, je pense qu'on peut encore s'améliorer. C'est facilité, bien entendu. Dana Jourde. Moi, je suis vraiment d'accord avec cette histoire de plafond de verre pour les femmes âgées, mais pour les femmes en général. Et par rapport à la qualité d'écoute qu'on peut s'offrir et qu'on peut offrir, quel que soit notre âge, à l'autre, je pense qu'il faut avoir cette qualité d'être disponible et disposé soi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, en fait. On sait pas. Il faut d'abord se connaître soi-même pour pouvoir écouter l'autre. Il faut savoir quelles sont nos propres valeurs, c'est les valeurs qui nous animent, qui sont importantes. Vivre selon nos valeurs. Et dans la vie quotidienne, est-ce que nous, les soignants, pris tellement par notre quotidien, le travail qui est très, très lourd physiquement, aussi pour les soignants, la vie personnelle qui n'est pas évidente pour les soignants qui vivent dans les grandes villes, métropoles, ils n'ont pas le temps de prendre soin d'elles. Et c'est aussi notre travail des directeurs, des employeurs, des formateurs, d'apprendre aux gens à prendre soin d'eux-mêmes pour ensuite être disponibles pour les vulnérables, véritablement disponibles, comme l'explique Joël, dans une vraie écoute. Et c'est pas si évident que ça s'apprend aussi. Et justement, ce que disait, c'était très intéressant, le professeur Jandel, sur ce dossier, je ne sais plus quel mot vous avez employé, mais de mesures globales de l'état de santé d'un résident. Est-ce que vous avez suffisamment le temps d'observer ça? Est-ce que c'est un langage qui vous parle, ou est-ce que ce sont des observations médicales parfois un petit peu trop médicales à votre goût? Est-ce qu'il y a une vraie collaboration? Est-ce que vous avez le temps globalement de collaborer avec les médecins qui suivent les résidents? Alors, c'est une coopération avec les médecins. Les médecins participent aux transmissions. Donc, quand on a effectivement des inquiétudes ou des interrogations, on peut le questionner et il prend le temps de nous répondre. Voilà. Après, on a aussi nos limites d'application dans notre mission. Yves Agide, quand on... Allez-y, Claude. Oui, une des difficultés par rapport à la question que vous soulevez, c'est quand même l'organisation de l'établissement. On est quand même dans un modèle d'organisation un peu particulier qui est peut-être le seul, où cohabitent ou doivent cohabiter des professionnels salariés, des professionnels libéraux qui ne sont pas dans l'établissement, qui ne dépendent pas directement de l'établissement,
Et donc, pour trouver le bon phasage de temps, notamment le moment opportun pour que tout le monde puisse se rencontrer, c'est pas simple. Oui, mais je sais pas. Je trouve que là, l'idée de travailler à plusieurs, avec une collectivité, un certain état d'esprit, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs disciplines, il faut aussi qu'il y ait un leader, il faut qu'il y ait quelqu'un qui emmène. Et la prise en charge des patients, aujourd'hui, je pense qu'elle doit être toujours collective. Est-ce que l'aspect psy, entre guillemets, à votre avis, est suffisamment investigué ? Écoutez, moi je suis très admiratif devant vous, professionnels, parce que je pense qu'on est sans arrêt renvoyé à soi-même quand on s'occupe de personnes âgées, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé. Parce que, enfin, certains d'entre vous sont très jeunes, d'autres le sont un peu moins, mais les personnes âgées d'abord renvoient à des images parentales, évidemment, ou grand-parentales, et on se remet en question tout le temps. Enfin, moi j'ai quelques patients très âgés qui m'ont fait extraordinairement avancer, peut-être plus que des gens beaucoup Par plus exemple jeunes. Oh, j'ai une dame que j'ai suivie pendant très longtemps, qui donc a vieilli en même temps que moi d'ailleurs. Jusque-là, c'est assez logique. Oui, ça c'est logique. Oui, mais enfin bon. Elle a eu affaire au vieillissement de son mari, qui a à peu près le même âge qu'elle, mais qui a vieilli, lui, dans le versant pathologique. Donc mon travail avec elle consistait justement à faire vivre son noyau sain, son noyau jeune, et alors à travers le récit d'une dame qui avait, si on pouvait l'écouter, qui parlait volontiers de son passé, notamment elle avait fait de l'alpinisme, etc. Et puis elle s'est découverte de nouveaux talents. Par exemple, elle s'est mise à colorier. Elle m'apportait ses coloriages. Et, visiblement, elle ne créait pas, elle coloriait, vous savez, à partir des modèles, mais elle faisait des choses absolument extraordinaires. Bon, c'est difficile de résumer, mais à travers ce suivi sur 30 ans, elle a revécu des deuils, notamment elle a perdu 2 enfants, ce qui est absolument dramatique. Enfin, tout le travail que j'ai fait avec elle m'a extraordinairement appris, à la fois sur elle, mais aussi sur moi. Bon, alors c'est peut-être un petit peu exceptionnel, mais je pense que je suis vraiment admiratif devant vous qui avez des temps relativement brefs. Moi, j'avais tout le temps, les séances d'analyse sont longues, sont à peu près 50 minutes, et puis ça se répète. Vous êtes obligé d'intervenir dans un temps relativement bref, et je trouve que c'est tout à fait remarquable. Et je pense que, effectivement, certains d'entre vous, certainement, sont renvoyés à eux-mêmes et font un travail sur eux, mais je pense que c'est vraiment c'est important, parce que c'est très difficile. Sur un temps bref, justement, je voudrais pas oublier de donner une information importante. On doit aussi informer, vous l'avez dit, les familles, les proches. On doit faire de la médiation. Et ça, c'est très compliqué. Et pour bien le faire, il faut avoir, bien sûr, partagé ensemble, préalablement, les prises de décision, et trouver le consensus, ou en tout cas la moins mauvaise réponse, et être capable de convaincre, d'expliquer, de faire adhérer, d'atteindre la confiance de son interlocuteur. Et ça passe par les savoirs. Les savoirs communiquer aussi, savoir être, bien sûr. Est-ce qu'il est possible de trouver chez chaque personne vieillissante la petite pépite, enfin, c'est peut-être le mot que j'emploie, la petite chose à faire briller, à faire revenir on y arrive? Je pense que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'observation. Alors, moi, je dirais que oui. Après, les personnes auprès desquelles je travaille sont un petit peu pas particulières, c'est pas le bon terme. Ce sont des personnes qui sont déficientes intellectuelles. Donc, qui sont à la retraite, qui sont vieillissantes. Parfois, elles ont vraiment des troubles cognitifs très, très importants. Mais je pense qu'au fond de chacun d'entre nous, il y a quelque chose. Forcément. Après, on le trouve ou on ne le trouve pas. Notre rôle aussi, c'est de chercher. Alors, si ce n'est pas moi qui vais le trouver, c'est ma collègue. On travaille tous ensemble. On est tous des êtres humains qui travaillons avec la même volonté d'accompagner ces personnes. Je pense qu'il y a quelque chose en chacun d'entre nous. C'est sûr.
le cortex émotionnel, enfin le cortex frontal, reste quand même réactif encore très, très longtemps, y compris dans les formes sévères de ces maladies. Hein. Donc ça explique qu'il y a toujours une lumière. Dana, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, par rapport à cette petite chose qu'on peut voir chez les personnes très âgées, très atteintes, c'est aussi un exercice important d'avoir ce regard, cette considération inconditionnelle positive, ce regard qu'on porte sur l'autre. Pour pouvoir le faire, il faut aussi avoir ce regard sur soi-même. Et dans les formations, souvent, je demande à mon groupe, je fais une inclusion en disant, exercice, je suis extraordinaire. En quoi vous êtes extraordinaire ? Et souvent, les personnes me disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette question ?» Je suis une femme, rien de spécial. Et donc, du coup, c'est aussi l'entraînement d'avoir ce regard sur soi en tant que professionnel. Mais c'est quoi votre valeur à vous ajoutée quand vous êtes dans votre équipe, quand vous êtes auprès de personnes âgées ? Et quand on repère les pépites chez nos professionnels, ils seront ensuite en capacité d'aller voir ce qu'ils peuvent encore maintenir et préserver chez les personnes âgées qu'elles accompagnent. Est-ce que parfois certaines rencontres vous remuent beaucoup, vous remontent des choses, ce qu'on disait précédemment ? C'est dur parfois pour vous aussi ? Je suis touchée parce que je suis attachée aux personnes que j'accompagne. Mais après, je fais vraiment la distinction entre ma vie, ma famille, les représentations que je peux avoir. Je mélange pas tout, vraiment. Je veux pas qu'il y ait ce côté affectif qui m'empêche d'accomplir ma mission. Pourtant, je suis très attachée à eux, mais voilà, ce sont les personnes que j'accompagne et il n'y a pas de reflet miroir ou de pensée par rapport à ma famille. Je peux dire une chose, je ne sais pas si vous voulez, il y a des choses, je trouve, que vous savez, mais qui sont très importantes, encore une fois, par rapport au fonctionnement du cerveau, c'est que chaque fonction a sa personnalité. Si je prends la mémoire, par exemple, une personne qui est dans vos résidents, il a du mal à faire des performances. En revanche, la mémoire verbale est plus conservée. Les souvenirs anciens sont plus conservés. Donc si vous parlez de ce qui vient de se passer, parce que quand même, Claude l'a dit, dans les EHPAD, il n'y a pas de normal pratiquement. Ils ne sont pas dans les EHPAD. Et à ce moment-là, il faut leur parler vraiment de leur passé, en creusant, ou de la musique. Donc, il faut bien connaître. Donc, vous voyez, à la fois connaître la personne, l'histoire, l'anamnèse, etc., mais en même temps réfléchir à ce qui peut être préservé, ce qui peut être le côté jeune qui peut revenir, comme vous l'avez si bien dit. C'était votre première phrase quand je vous ai interrogé au téléphone. Vous m'avez dit « le bon sens doit primer ». Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec cette... Merci Anne pour cette question. Je voudrais réagir en disant, par rapport à ce qui vient d'être dit là, que ces métiers dont on parle actuellement avec un mot rattaché, c'est attractivité. Hein, oui. Il n'y a pas un article qui n'en parle pas aujourd'hui. Bon. Ces métiers sont probablement parmi les plus compliqués à exercer. Je les mets au pluriel, hein, c'est le métier de la chaîne des acteurs. Hein. Compliqué pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Parce que ce sont de nouveaux métiers, en fait. Pourquoi ? Parce que ce sont de nouvelles situations qu'on ne voyait pas il y a 20 ans. Ces maladies avaient une espérance de vie plus courte. Donc on ne voyait pas ces formes sévères, très sévères de ces maladies. Donc il faut inventer, quoi. On est dans quelque part... Justement, comment les rendre attractifs, ces métiers ? Eh bien, en dehors de l'aspect financier, évidemment. C'est une question complexe. Je parle souvent, ce sont des métiers à haute valeur ajoutée. Au regard des services qu'ils apportent, d'abord, en face de ces situations, on est orphelin la plupart du temps de réponse. Il n'y a pas toujours de médicaments, même les interventions non médicamenteuses, on y croit beaucoup, mais elles n'ont pas tout atteint le niveau de preuve. Et donc, on a besoin des personnes, de l'humain, pour, c'est tout ce qu'on a dit, hein, pour compenser les insuffisances des réponses. Et peut-être que demain, on aura des réponses. Mais aujourd'hui, on est dans une part d'impasse aussi. Hein. Et c'est ces métiers qui font un peu, qui pallient, en fait, qui font un peu la variable d'ajustement. Et donc, il faut les rendre attractifs parce qu'ils sont riches, ça a été dit, je ne vais pas reprendre les propos. Les personnes qui les exercent, en général, une fois qu'ils les exercent, ils restent. Hein. Alors, il y a des turnovers, on sait bien, mais moi, je vois aussi dans mon service à l'hôpital, il n'y a pas de
tant de turnover que ça, hein, et pourtant ce sont des personnes assez jeunes qui les embrassent. Alors c'est peut-être ça, d'ailleurs, une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il y a un âge optimal à partir duquel on doit embrasser ces métiers? C'est probablement pas à la sortie des écoles. Voilà ce que je veux dire. Probablement pas. Yves-Agile ? Oui, vous me posiez la question du bon sens. Effectivement, le bon sens, chacun conduit sa vie avec bon sens. Et pourtant, quand on voit la société, on voit souvent des gens qui se conduisent vraiment sans bon sens. Hein. Mais donc, pour ces personnes-là, le bon sens est, à mon avis, essentiel. D'abord, sur le plan humain, vous l'avez tellement bien dit qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, mais c'est évident qu'on doit se conduire avec ces personnes âgées comme des gens qui sont comme tout le monde. La vieillesse est un privilège, me disait quelqu'un l'autre jour, parce que sans ça, on serait mort. Oui. Et donc, je crois que tout le monde l'a dit, qu'en parlant de l'esprit jeune, où on renonce à rêver, ça, c'est quand même du bon sens, et c'est naturel. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui ont du bon sens de nature, et puis il y en a quand même un sacré paquet qui n'en a pas. Mais enfin, c'est autre chose. Alors, la deuxième idée sur l'idée du bon sens, le bon sens, c'est-à-dire le savoir. Donc vous avez beaucoup de savoir vu de loin, en dehors du fonctionnement de l'individu, et notamment de ce qui est le cerveau, puisque le cerveau, c'est nous. Je suis mon cerveau. C'est de connaître un peu ce qui se passe. Et donc, de raisonner, d'agir. On agit avec croyance, comme je disais tout à l'heure. Il faut pas raisonner sur ses croyances. Il faut croire avec raison sur des choses qui sont validées. Sur des choses qui sont validées. Mais il n'y a pas beaucoup de choses qui sont validées. Mais c'est essentiel donc de faire de la recherche. Et de la recherche très simple. Mais c'est une méthode, la recherche. Et par exemple, quand vous observez, vous voyez, un certain nombre de défauts dans la prise en charge des malades ou de symptômes qui vous paraissent... éventuellement, ça donne des idées. Si on a une idée qui peut déboucher sur une prise en charge, il faut faire attention, parce que ça, on arrive au perlimpinpin dont je vous parlais tout à l'heure, et plein d'autres. La méthode de machin, le truc de machin, etc. C'est toujours pareil, c'est de faire, au fond, pour le vieillissement, il y a deux choses à faire. C'est faire marcher son intellect et ses émotions surtout, c'est-à-dire l'interaction sociale, et puis développer le physique, c'est-à-dire marcher, bouger, pas rester sur son fauteuil. Sans ça, c'est la catastrophe. Et ça, tout ça, ça se teste. Et ça, c'est la responsabilité des équipes, c'est la responsabilité qui est la nôtre et des directeurs c'est une fondation comme celle-ci qui va mettre en place plein de protocoles de recherche, je le sens. Oui, Geneviève Delezile-Perceval. Je voulais toi mettre un pavé dans la mare sur la question du bon sens. Quand vous n'êtes pas d'accord? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais c'est un peu mon métier. Mais quand vous êtes face à une personne très âgée, a priori malade, il y a tout de même deux obstacles majeurs qui entament le bon sens. C'est un, vous vous dites donc, quel âge a-t-elle? Mettons 92, oui, bon, l'état civil. Et puis le deuxième, c'est quelqu'un qui est malade, qui visiblement a des difficultés. Donc vous avez deux obstacles qui font que votre bon sens, qu'est-ce qu'il fait face à cette personne? Vous restez à la surface des choses, à l'écume des choses, en disant, voilà, elle est très âgée, elle est très malade, qu'est-ce que je peux faire, moi? Mais on l'observe quand même, on voit comment elle fait. On la teste, on l'examine. Oui, mais enfin... Ce que vous faites parler les gens. Oui, mais c'est plus du bon sens, c'est du savoir, là, je trouve. Oui, mais on peut avoir un savoir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des savoirs qui ne reposent sur rien. La moitié des prises en charge de personnes âgées que je vois faire, c'est pas bien, ça repose sur rien. Il n'y a même pas d'humanité. Il y a un médecin qui prescrit des médicaments qui n'ont aucun intérêt, généralement, ou des médicaments qui ont un intérêt, mais qui risquent de donner des effets secondaires. C'est pas bien. Oui, donc, vous l'avez dit, ce qu'il faut faire, c'est écouter les gens, c'est parler avec eux, c'est tout ça. Mais en sachant autant que possible à qui on a affaire.
sur le plan bien sûr, oui. personnel. Vous êtes d'accord, en fait. Il faut du bon savoir. Et du bon sens, voilà. Et de l'éthique. Et de l'éthique, à rajouter ma voisine. Je me méfie du bon sens. Bon. Oui, je comprends. En fait, je comprends. Parce que le bon sens qui va trop loin, ça s'appelle la stupidité. Oui, d'accord. Et nous sommes dans le bon timing. Et je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation. Nous nous retrouvons à 18h30 précise pour un autre débat qui sera, j'espère, au moins aussi passionnant. Merci beaucoup à vous.